La température mondiale sera d'ici 2100 à plus 2 degrés, plus 5 degrés. Ça, ce sont des modèles. C'est ce qu'on appelle la modélisation en climatologie. Mais les modélisations se basent sur trois scénarios catastrophiques, idéalistes et pessimistes. Carrément. Pourquoi vous choisissez toujours les scénarios pessimistes? Non, ce qu'il y a Pourquoi vous voulez toujours choisir le modèle le plus pire, quoi? Carrément. Le pire des modèles. Carrément. En fait, pour moi, un modèle ne représente pas une fiabilité sur 100%. Okay. Parce que pour la plupart des modèles, gardent ce qu'on appelle des données quantitatives. Okay. Mais au-delà des données quantitatives de la climatologie, on a des données qualitatives. Et ces données qualitatives-là, l'homme n'a pas la possibilité de le cerner de bout en bout. Donc c'est pourquoi les modèles ne présentent pas une très grande fiabilité. Mais par contre, c'est tout simplement notre seul élément de mesure que l'on peut avoir quand on parle de climatologie. Bonsoir, salam, ziar à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, j'ai pas besoin de me présenter maintenant parce que je pense qu'on se connaît. En tout cas, merci encore d'être, de participer et de nous suivre une fois par semaine sur la chaîne YouTube pour découvrir nos différents invités, pour apprendre à nos côtés et surtout pour découvrir des outils et des principes qui peuvent nous aider à atteindre notre vrai potentiel. Aujourd'hui, le cercle a le plaisir de recevoir un entrepreneur, un écrivain de ce fameux livre Afro-Climat. Donc, aidez-moi à accueillir sur le cercle mon cher Mohamed Rassoul Diagne. Mohamed, enchanté. Enchanté. Merci de l'invitation. Donc, c'est un honneur de participer à ce podcast ce jour. Et merci de l'invitation. Déjà, peut-être vous n'avez pas besoin de vous présenter parce qu'on vous connaît déjà. Non, moi, je taquinais. Hein. Mais moi, c'est Diagne Mohamed. Je suis entrepreneur. Je suis PDG de Au Gazelle Group. Mais là, pour ce soir, je pense que je suis venu parce que je suis écrivain. Non. T'es qui tu portes toutes les casquettes, peu importe la situation, peu importe l'endroit, t'es tout ce que tu fais. Donc, t'es l'entrepreneur, t'es l'écrivain, t'es l'être humain, t'es tout. Non, je taquine. En tout cas, l'honneur est pour moi. C'est un grand honneur. Ça fait quelque temps qu'on se suit sur Instagram. J'ai vu, en fait, la promotion de ton livre, t'es passé dans pas mal de médias télévisés et je vois tout ce que tu fais et c'est assez impressionnant et je t'en félicite. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient te connaître davantage, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours qui est Mohamed? Ouais, ça serait pas trop compliqué parce que déjà moi j'ai eu mon bac en 2017. T'es encore jeune. Au lycée Cheikh Mourane Ndao de Mekhe, qui est la ville artisanale du Sénégal. Donc peut-être après ça va expliquer même pourquoi le nom de Au Gazelle dans le cadre de l'entrepreneuriat que j'ai fait. Donc après on m'a orienté à l'université de Dakar au département de géographie. Mais pour dire vrai, au début c'était pas mon choix. C'était pas mon choix parce que la géographie c'était mon 4e choix. Mais comme au Sénégal, ce que vous voulez faire, ce n'est pas tout simplement ce à quoi on vous oriente à faire. Donc, je n'avais pas même pris la décision de m'inscrire au département de géographie. Mais j'avais eu une cousine qui m'a conseillé dans ce cadre. Et je l'ai fait. Et donc, j'ai dit que je vais faire ce que l'État veut que je fasse. Mais en même temps aussi, moi, je vais faire ce que j'ai toujours envie de faire, qui est les relations internationales et la science politique. Donc, en même année, en 2018, je me suis inscrit en relations internationales. Donc, j'ai eu mon licence du moins, en même temps, à une licence au département de géographie. Mais c'est après que je me suis spécialisé en master pour faire la climatologie. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un peu de connaissances sur le climat, sur les relations internationales, sur la politique. Donc, pour essayer de faire une petite production. Donc, en bref, c'est un peu ça, quoi. Ah, super. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? D'où est sorti le besoin de partager vos connaissances en développement durable et en environnement, quoi? Déjà, tout a commencé par une question qui m'a taraudé, peut-être le pourquoi même de mon écrit.
l'Afrique est concernée de plein fouet par tous les ordres, en fait. Mais quand on parle d'ordre qui est lié au climat, c'est qu'il y avait une pénurie de pensée. C'est qu'il n'y avait pas une fondation de la réflexion africaine et pour les Africains. Donc moi, à chaque fois que je vois des écrits sur le climat, ça concernait les Occidents, donc ça concernait soit l'Europe, soit les États-Unis. Mais après, je me suis dit, mais étant des étudiants, est-ce qu'on n'a pas nos mots à dire? Parce que peut-être si on s'engage dans le domaine de l'action, on est des activistes. Mais si on s'engage dans le domaine de l'écrit, on est des écrivains. Et pourquoi faire un essai? Parce que là, c'est une question que l'on répond à un moment bien défini. Pour dire que l'Afrique a son mot à dire quand on parle de changement climatique, quand on parle de réchauffement climatique. Parce qu'après tout, c'est pas l'Afrique qui est responsable de ces fléaux. Donc, pourquoi demander toujours à l'Afrique de demander ça? C'est ce qu'on demande à l'Afrique. On dit à l'Afrique, demande. Et on vous donne, parce qu'on pense que la question du climat, c'est tout simplement lié au financement, alors que ça, c'est la dernière partie quand on parle de changement climatique. Donc, il y a des pratiques que l'Afrique a déjà explorées et qui constituent des pratiques ingénieuses qui font en quelque sorte que l'Afrique pourrait représenter d'ici peu de temps des champions quand on parle du domaine du climat. Super, je comprends un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre dès le début pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le réchauffement climatique, les défis climatiques que nous faisons face? Est-ce que tu peux nous détailler, pas détailler, mais au moins décrire de manière succincte ce que c'est que le développement durable, le réchauffement climatique et en dernière position, quels sont les défis climatiques que l'Afrique doit faire face? Bien sûr. Pour, en fait, planter les décors, quoi, avant d'entrer dans le vif du sujet. Au moins pour qu'on puisse parler tous après un langage commun, quoi. Bien sûr, un langage qui est mieux adapté. Si. Donc déjà, tout a commencé par ce qu'on a compris quand on était au primaire. Okay. On nous disait qu'il y avait ce qu'on appelle un trou d'ozone. Et le trou d'ozone, on a dit que c'est une perturbation qui se trouve dans l'atmosphère et qui fait en sorte que les rayons solaires ne sont plus contenus par une couche. Parce que cette couche a été détériorée, mais détériorée par l'action anthropique. Ça veut dire l'action de l'homme. Mais ce trou d'ozone-là fait en sorte qu'il y a des rayons solaires qui sont émis et qui vont arriver directement au niveau de la Terre. Mais du moment où il n'y a plus ce filtre-là, qui a été joué par le rôle de l'atmosphère, ça veut dire qu'on a tendance à beaucoup plus réchauffer la Terre. Ce qui fait en sorte qu'il y aura des dynamiques qui vont changer par rapport à la circulation atmosphérique générale. D'abord, quand on parle de réchauffement climatique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réchauffements climatiques sont causés par des gaz, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui naturellement sont présents dans l'atmosphère. Parce que quand on parle de gaz à effet de serre, on a l'H2O, qui est un gaz, on a le CS4, le méthane, on a le nitrogène. Voilà, on a aussi le gaz carbonique qui constitue peut-être le gaz le plus important. Mais ces gaz sont naturellement présents dans l'atmosphère. Et d'ailleurs même c'est ces gaz-là qui permettent que la vie sur Terre soit possible. Parce que sans ces gaz-là, on a dit que la température mondiale globale serait à moins 18 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'il y aurait beaucoup de glace. Ce qui veut dire que la vie sur Terre ne serait pas possible. Si. Mais grâce à ces gaz, on est arrivé à une température mondiale qui est environ plus 15 degrés Celsius. Mais quand on dit une température mondiale plus 15 degrés Celsius, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des températures au niveau des pôles qui sont différentes des températures qui sont au niveau des latitudes tempérées et qui sont différentes aussi des températures qui sont au niveau des tropiques. Donc, c'est ces gaz-là qui font en sorte que la vie est possible. Mais ce qui a changé, c'est qu'on a assisté depuis quelque temps à ce qu'on appelle des gaz à effet de serre additionnels. Ça veut dire des gaz à effet de serre qui se retrouvent dans l'atmosphère parce que c'est l'action de l'homme qui en est la cause. À partir de quand est-ce? À partir de la révolution industrielle. Mais à partir de ce moment-là, ce qui change, c'est qu'on aura beaucoup plus de concentration de méthane, beaucoup plus de concentration de gaz carbonique, beaucoup plus de concentration d'hydrogène dans l'atmosphère et qui font en sorte que le réchauffement climatique sera beaucoup plus accéléré. Parce que le réchauffement, son contraire, c'est le refroidissement. Ouais. Et quand on parle de réchauffement, c'est que c'est la température mondiale globale qui est en train d'être beaucoup plus chaude. Et ce qu'on assiste,
c'est que depuis ces 100 dernières années-là, on assiste à une température mondiale qui est beaucoup plus chaude que par rapport à des périodes beaucoup plus longues qu'on avait dépassées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de réchauffement climatique de la Terre. Déjà, le dernier siècle, la température de la Terre a augmenté de 1 degré, alors que le dernier millénaire, carrément, on était à combien? À 0,5 degrés. Bien sûr, quasiment à 0,5. Ouais. Ça veut dire, donc sur 1000 ans, on est à 0,5. Donc sur 1000 ans, on est à 0,5 et sur 100 ans, on est à 1 degré. 1 degré grâce à la révolution industrielle. Bien sûr. Et grâce à la révolution industrielle même, à 1 degré Celsius, c'est notre niveau actuel. Okay. Maintenant, on est à plus 1,1 degré Celsius. Okay. Mais ce qui change, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé à la conférence des parties de Paris. Okay. C'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5. Ouais. Mais à 1,5, alors que maintenant, on est à 1,1. Okay. Et ce qui change, c'est que quand on sera à 1,5, ça veut dire qu'il y aura un chamboulement de toutes les choses que l'on connaît déjà. Il y aura des fontes de glace beaucoup plus accélérées. Il y aura une élévation du niveau de la mer. Mais il y aura aussi la récurrence de ce qu'on appelle les extrêmes climatiques. Quand les inondations et autres. Et les sécheresses. Et en Afrique, c'est tout ce qui nous concerne. Et c'est ça, ce sont les conséquences du réchauffement climatique, quoi. Carrément. Ok. Mais, ok. Imagine, je vais faire l'avocat du diable. Bien sûr. Ouais. Ok. Quelqu'un peut se dire, la nature a sa manière de rééquilibrer les choses. Et que il y a 1000 ans ou bien il y a 100 ans, il y avait des choses qui existaient et qui n'existent plus parce que les tendances ont changé, les modes en fait de fonctionnement, les découvertes scientifiques, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan sanitaire, beaucoup de choses ont changé et que la vie sur Terre peut être plus pérenne que beaucoup de gens pensent. Et qu'on n'est pas en fait tous dans la merde entre guillemets, contrairement à ce que les environnementalistes ou bien les experts du développement durable pensent. Est-ce que tu penses pas que la nature est en train de jouer son rôle et que continue de jouer son rôle et que d'une part ou d'une autre on trouvera le juste équilibre quand le moment venu, quoi. Carrément. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y aura une adaptation. Mais l'adaptation sera soit l'œuvre de l'homme, soit l'œuvre de la nature. Parce que la nature, ce qu'il se présente, c'est qu'il y a une vulnérabilité naturelle. Une vulnérabilité naturelle, une variabilité naturelle du moins. Quand on parle de variabilité naturelle, c'est qu'aujourd'hui... C'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, en 2019, on a des saisons de pluie dont les débuts sont précoces, dont les faits sont tardifs, donc, et dont la moyenne est beaucoup plus réduite que 2020. Mais ça, c'est que l'hivernage 2021 ne sera pas de la même manière que l'hivernage 2020. Et l'hivernage 2022 ne sera pas de la même manière que l'hivernage 2021. Donc, pour vous dire qu'il y a une variabilité. Et c'est ce qui caractérise le climat. Parce que le climat est caractérisé à travers des paramètres. Il y a les vents, il y a les températures, il y a les précipitations. Mais chaque année, il y a une différence. C'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. C'est la paléoclimatologie, quoi. Non, la paléoclimatologie, d'ailleurs, c'est l'histoire climatique. C'est du début à la fin, comme par exemple quand on parle du précambrien, en pensant à toutes les ères. C'est quand on fait une comparaison entre deux périodes différentes, deux périodes historiques différentes, c'est ça? Carrément. Et là, période, j'aurais bien même plus parlé d'ères. Ça veut dire d'ères climatiques qui sont différentes. Il y a le primaire, il y a le secondaire. Ça, c'est technique. Vas-y, je prends là. Vas-y. On a tous appris ça au primaire. En fait. Là, c'est juste... Moi, j'ai sauté mon primaire. C'est pour ça que je suis nul. Non, peut-être parce que tu étais beaucoup plus fort, en fait. Donc, ce sont des aires. Donc, chaque ère est marquée par des caractéristiques climatiques qui sont distinctes, en fait. On avait le primaire, on a le secondaire, ensuite on a le cénozoïque, c'est le tertiaire, et ensuite on a le quaternaire. Donc ça, c'est la paléoclimatologie. Et cette paléoclimatologie, elle est importante parce que il y a ce qu'on appelle le GIEC, le groupe expert d'intergouvernemental sur le climat. Mais le GIEC, il pense par rapport à 3 groupes. Et le premier groupe, c'est le groupe qui gère l'histoire du climat. Comme on essaie de dire pourquoi le climat de demain sera incertain, mais comparé à un climat qu'on a déjà passé et qu'on a déjà vécu. C'est le travail du premier groupe du GIEC. Ensuite, on a le deuxième groupe qui travaille sur l'atténuation. Et ensuite, on a le dernier groupe qui travaille sur l'adaptation.
Donc là, ce qu'il faut comprendre, pour revenir à votre question. Donc pour chaque groupe, vas-y, continue. Voilà, pour revenir à votre question, il y a une variabilité naturelle. Cette variabilité naturelle, c'est ce qui fait que la nature s'adapte. Et que ça soit que l'homme, en fait, si l'homme participe à cette adaptation, peut-être ça serait beaucoup plus rapide. Mais ce qui est certain, c'est que si l'homme participe à une maladaptation, ça risque de causer ce qu'on appelle des torts en climatologie. Et là, cette variabilité naturelle, elle est là. On le vit chaque jour. Mais ce que craint l'humanité, c'est qu'à cette variabilité naturelle-là, viennent s'ajouter ce qu'on appelle une variabilité, mais qui est d'ordre humain. Bien sûr, dont l'homme est l'œuvre. Et c'est à partir de ce moment-là que ce sont tout simplement des modèles, en fait. Quand on parle de modèles, par exemple, on dit que la température mondiale sera d'ici 2100 à plus 2 degrés, plus 2,5 degrés. Ça, ce sont des modèles. C'est ce qu'on appelle la modélisation en climatologie. Mais les modélisations se basent sur trois scénarios catastrophiques, idéalistes et pessimistes. Carrément. Pourquoi vous choisissez toujours les scénarios pessimistes? Non, pourquoi vous voulez toujours choisir le modèle le pire, quoi? Carrément. Le pire des modèles. Carrément. En fait, pour moi, un modèle ne représente pas une fiabilité sur 100%. Parce que pour la plupart des modèles, gardent ce qu'on appelle des données quantitatives. Mais au-delà des données quantitatives de la climatologie, on a des données qualitatives. Et ces données qualitatives-là, l'homme n'a pas la possibilité de le cerner de bout en bout. Donc c'est pourquoi les modèles ne présentent pas une très grande fiabilité. Mais par contre, c'est tout simplement notre seul élément de mesure que l'on peut avoir quand on parle de climatologie. Non, moi je crois à la mesure, je crois à l'évaluation, je crois au contrôle, je crois à la mesure, à la surveillance. Parce que c'est ça qui nous permet de voir l'écart, en fait. Carrément. Donc quand tu disais par rapport au premier groupe qui gère les études climatologiques, c'est pour faire en fait une comparaison entre les différentes, comme tu dis, les différentes aires historiques pour voir l'évolution de la température. Maintenant, revenons au troisième groupe. Quelles sont les mesures phares d'atténuation et les mesures phares d'adaptation prises par le GIEC, par exemple? Parce que le GIEC, d'abord, il y a... En fait, déjà, c'est une organisation. Mais c'est une organisation qu'on dit non gouvernementale. Donc, ce qui veut dire que les propositions qui sont données par là ne doivent pas être en faveur d'un État au détriment d'un autre État. Mais ici, quand on parle d'atténuation, presque nos pays ne sont pas concernés. Parce que l'atténuation, c'est quoi? C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, si vous le parlez à un continent dont peut-être sa participation ne dépasse pas les 4%. Et vous lui dites qu'il y a une réduction à faire, ça veut dire... Il y a un prix à payer alors qu'on n'a même pas participé dans cette connerie-là, dans cette gaffe. Carrément. Ça veut dire, l'atténuation ne concerne pas. L'atténuation concerne ce qu'on appelle les pays industrialisés. La Chine, les États-Unis d'Amérique, ou bien l'Union européenne, ou bien l'Inde même. L'Inde. Ça veut dire, donc, ce sont des pays-là qui participent à une émission beaucoup plus élevée. Et quand on parle d'atténuation, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Par quel moyen, par exemple? Mais le problème en est que, ça veut dire, c'est le modèle de développement qui est guidé par l'émission de ces gaz à effet de serre. Parce que c'est, par exemple, l'exploitation du pétrole, c'est l'exploitation des gaz, c'est la révolution industrielle. Mais ça, le développement des industries. Donc, c'est ces développements-là qui ont participé à plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je prends tout simplement l'exemple. Il y a l'Inde. L'Inde qui constitue l'un des, fourmilières mondiales les plus importants parce que la population de l'Inde a tendance à dépasser beaucoup plus largement les autres nations. C'est ce qui est logique à cause de leur démographie. Carrément. Ils ont une démographie beaucoup plus élevée. Oui, comme la Chine, par exemple. Carrément. La Chine fait partie parmi les plus grands pollueurs au monde. Carrément. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'Inde ou bien la Chine, mais il sait que ce qu'il est en train de faire en termes de développement, c'est un développement qui va trouver des limites parce qu'il ne respecte pas l'écologie. Ne respecte pas l'environnement. Il y a tout simplement l'aspect économique. Mais demandez à un État de choisir entre respecter l'environnement et arriver à nourrir ses habitants à un moment T. Il va choisir quoi? Nourrir ses habitants. C'est ce que la Chine est en train de faire. Ça veut dire qu'il y a un développement de l'industrie, mais ça lui permet d'être une puissance mondiale, mais une puissance économique. Donc, lorsque vous voulez faire en sorte que ces pays-là changent un modèle de développement, vous leur dites quoi?
Mais pourtant, l'Europe est passée par ce modèle. Carrément. En fait, ils se sont développés à cause de l'industrialisation. Bien sûr. Et qui a causé beaucoup de dégâts environnementaux, beaucoup de dégâts chimiques, qui a fait qu'après, bon, maintenant la vie est belle, on a construit nos routes, on a construit nos terrains, on a construit nos industries. Là, on peut se permettre de se concentrer sur l'aspect environnemental et social. Carrément. Mais avant, non. Avant, ils pensaient à nourrir leurs enfants. Donc, pourquoi ils veulent interdire aux Chinois et aux Indiens de passer à nourrir leurs enfants? De faire la même chose. De faire la même chose. En fait, c'est ça mon point. Je crois au développement durable. Carrément. Ça, je vous l'ai dit, hein. Mais c'est le modèle, en fait. Je peux pas, c'est comme si on est dans une maison et on est 4. Donc, le grand frère est parti en Europe et il a trouvé un bon boulot, il a un bon salaire, il gagne bien sa vie, il a construit des maisons au Sénégal et puis il dit à tout le monde, non, il y a rien ici, ne venez pas travailler ici. Mais personne va le croire. Carrément. Parce que les résultats sont là et on voit en fait l'impact de ton travail. Comment tu peux nous dire de ne pas venir? À la limite, on va se dire, vous êtes égoïste, vous voulez pas que les autres réussissent. C'est la même problématique avec l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique, et aussi la Chine. Et la Chine aussi. En reprenant juste là, vous avez terminé tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire, l'Europe est passée par là. L'Europe est passée par là. Aujourd'hui, la Chine est en train de l'emboîter le pas. Mais l'Europe ne veut pas que la Chine connaisse ce même, en fait, type de développement. Pourquoi d'abord? Parce que l'Europe se voit comme la civilisation mondiale, en quelque sorte. Les gendarmes, autrement dit. Voilà, ça veut dire les gendarmes, et ça va aller beaucoup plus loin dans le cadre des gendarmes lorsqu'il y aura l'interférence des États-Unis d'Amérique. Et là, au lieu de l'Europe, on va parler de l'Occident. Okay. Donc l'Occident se voit comme la civilisation mondiale. Mais lorsque la Chine est en train de le dépasser sur le cadre économique, on va lui dire arrêtez, parce que là, c'est pas bon, d'ici peu de temps, peut-être vous allez faire comme nous. Mais pourquoi l'Europe est capable de dire ça? D'abord parce qu'il y a un intérêt politique qui est en jeu. Exactement. Voilà, ça veut dire c'est ce qu'on appelle le jeu des puissances dans le cadre des relations internationales. Mais la Chine ne les écoute pas. Et elle est en train d'amorcer un développement sans frein. Mais lorsqu'on va revenir en Afrique, on n'a pas encore même déclenché, ça veut dire les leviers de notre propre développement. On n'est pas encore dans ce cadre. D'accord. Ça veut dire on n'a pas encore trouvé un modèle de développement africain-cis, en vrai dire. Ça veut dire qui est propre à l'Afrique et qui est adapté aux réalités africaines. Donc c'est pourquoi nous, on a le temps. C'est ce que je dis tout le temps. De voir les erreurs qui ont été commises par des civilisations qui se croyaient des civilisations meilleures et qui ont été recopiées par des civilisations indo, comme par exemple la Chine, l'Inde, mais qui aujourd'hui, nous, on a un regard sur ça, sur ce qu'ils ont initié, et sur là où ils ont arrivé à un paroxysme. Ça veut dire l'Europe a amorcé un développement. Ça veut dire l'Europe s'est développée. Mais aujourd'hui, l'Europe ne faut plus faire un pas en avant. Vous savez pourquoi? Ils sont bloqués. Carrément. Ça veut dire ils ont atteint leur paroxysme. Leur paroxysme de développement. Et c'est pour cette raison qu'ils ont créé développement durable pour se rattraper. Bien sûr. Moi, c'est ça mon avis. Moi, je pense que l'Europe est arrivé à un niveau où ils ont réglé tous leurs problèmes basiques, élémentaires. Et qu'ils ont vu que Chine, Inde, ils sont en train de se développer. Et ils veulent pas, en fait, perdre la main. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de créer le réchauffement climatique et le développement durable pour trouver une excuse, environnementale pour stopper, pour freiner ce développement rapide de la Chine et de l'Inde. Et ce que tu disais aussi, c'est super important. Je pense que sur le plan économique, ce sera très difficile pour l'Afrique de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'Europe, en fait, parce que les techniques d'exploitation pétrolière sont les mêmes, peu importe la zone géographique. Les procédés, les découvertes scientifiques se basent sur les mêmes procédés. Je pense que là où on peut faire une grande différence, c'est sur le côté social et environnemental. Et je pense que même sur ce point-là, on a déjà fait une grande différence. Parce que si tu vois l'histoire de l'Afrique, particulièrement le Sénégal était un pays socialiste. On se connaît, par exemple, dans le quartier, on partageait tout. Il y avait les chefs de quartier, on cotisait pour les baptêmes. En fait, je suppose qu'on est toujours solidaire, on est toujours communautaire. L'aspect environnemental, tu vois, au Sénégal, à l'époque, on faisait
7-7L, chacun apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je pense qu'on a déjà des modèles qui existent en termes de développement social et développement environnemental. Juste qu'on doit le formaliser. Mais sur le plan économique, pour qu'on puisse nous développer, on est obligé de faire nos propres erreurs et de les assumer. Maintenant, quand on arrivera à un niveau d'aisance financière, économique, et que les gens puissent manger à leur faim et à leur soif, boire à leur soif, là, on peut se dire, OK, là, on a le temps de régler certains problèmes. On peut revenir. Moi, c'est ça mon point de vue. Carrément. Pour moi, dans la question de développement durable, de réchauffement climatique, de changement climatique, il y a autant de conceptions. Mais c'est cette nation d'essayer de se positionner à un niveau qui l'arrange. C'est-à-dire, ce n'est pas un thème en vain. Quand on parle qu'il y a changement climatique, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a changement climatique parce qu'il y a un réchauffement. Lorsqu'il y a un réchauffement, le changement est bien possible. Et c'est ce qu'on est en train de connaître. Mais lorsque l'Afrique se permet, ça veut dire que la Chine l'a fait. Mais aujourd'hui, le développement de la Chine, c'est un développement qui est controversé. Quand je dis un développement controversé, c'est parce que les autres peuvent vous pointer du doigt en vous disant que votre développement n'est pas neutre en ça et ça. Ça veut dire, l'Afrique n'a pas la même responsabilité que la Chine qui est un pays, ni même que l'Inde qui est un État. Ça veut dire, l'Afrique a une responsabilité d'un continent pour inventer le nouveau sémi, non pas seulement pour sa communauté, mais pour la planète. Quand je dis ça, c'est que d'ici peu de temps, par exemple, d'ici 40 ans, 50 ans, vous allez voir qu'en termes de démographie, on va dire que des capitales comme Lagos, ça veut dire des capitales comme Johannesburg, vont dépasser des métropoles occidentales. Oui, surtout Nigeria. Carrément. 400 millions d'habitants dans quelques années, je pense. Bien sûr. Et Nigeria, il va dépasser ça d'ici peu de temps. Parce que Nigeria, c'est une fourmilière qui est, en termes de démographie, peut-être, et en devant. Mais ça ne sera pas Nigeria. Ça veut dire, vous prenez les côtes africaines. Vous prenez les côtes africaines de Casablanca à Durban. Vous allez voir qu'il y a des métropoles de plus de 2 millions d'habitants et qui vont le dépasser. Vous allez voir. Et quand on parle de changement climatique, c'est qu'il y a des conséquences directes. Ça veut dire lorsqu'on a des villes qui sont au niveau des côtes et que là, on assiste à une élévation du niveau de la mer. Ça veut dire, même si la mer, l'élévation, c'est une élévation qui sera beaucoup plus tempérée, mais qui sera différente selon qu'on est dans les zones internes et selon qu'on est au niveau des côtes. Mais lorsqu'on a une élévation du niveau de la mer, et que là, il y aura des infrastructures côtières, mais dont les eaux vont déborder leur lit majeur pour les engloutir. Et ce qu'on avait fait, c'est quoi? Ce sont des gratte-ciels, ce sont des immeubles. Mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y aura le temps de dire qu'on a construit quelque chose et on va revenir en arrière pour essayer de réparer nos propres erreurs? On ne peut pas. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis qu'il y a des erreurs qui ont été commises par les autres. Mais si l'Afrique se dit qu'elle a elle aussi la possibilité de commettre les mêmes erreurs, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura un développement qui ne va pas respecter, la civilisation mondiale. Parce que là, l'Afrique, c'est la dernière solution pour le monde. L'Europe n'a pas de jeunesse. L'Europe n'a pas de terre arable. La Chine, certes, a une démographie, mais ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de firmes internationales chinoises qui viennent ici acheter des terres pour produire et ensuite amener à Chine. Et ce phénomène-là va continuer. Mais l'Afrique a des terres arables, l'Afrique a une jeunesse. Donc, ce qui veut dire que le type de développement que l'on va inventer, pour moi, ça sera un développement hybride. Le Sénégal qui découvre des pétroles ou bien du gaz, on ne peut pas interdire aux Sénégalais d'exploiter ces ressources. Les Sénégalais vont le faire du moins. Mais comment? Voilà, ça veut dire on va le faire par ce qu'on appelle un développement hybride. Vous savez, le malheur de l'Europe, ce n'est pas seulement de connaître, d'avoir des ressources et de les avoir exploitées. Non. Le malheur de l'Europe, c'est de devoir miser tout son développement sur une seule ressource. C'est ce qu'on appelle les hydrocarbures. Les pétroles, les gaz. L'or noir, Carrément. Seulement. Mais aujourd'hui, en Afrique, on a deux options. On a les hydrocarbures qui sont à gogo, mais en même temps aussi, on a ce qu'on appelle des ressources renouvelables. On a le solaire, on a l'éolien, on a le nucléaire. La biomasse. Carrément, on a la biomasse. Donc, est-ce que l'Afrique ne pouvait pas trouver une formule de développement qui sera à mi-niveau entre un développement des hydrocarbures, ça veut dire une exploitation des hydrocarbures et une exploitation des ressources renouvelables? Ça sera un nouveau type de développement qui sera africain.
Mais c'est ce que tout le monde est en train de faire en ce moment. Tu penses pas? L'Europe est en train d'aller vers une transition énergétique. Bon, les États-Unis, ils sont toujours dans leur plus pétrolier à Texas et autres, framework. Mais en Europe, on voit ce qui se passe en Allemagne, en France. Beaucoup de pays européens se sont engagés dans une transition énergétique pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, peut-être c'est avec la guerre Russie-Ukraine qui a un peu chamboulé les choses, qui a fait que maintenant l'Allemagne est en train de réchauffer les centrales à charbon et que France est en train de réduire sa consommation énergétique pour s'adapter. Pour dire qu'il y a des conflits, il y a aussi des facteurs géopolitiques qui entrent dans le débat. Mais je veux dire, le Sénégal, tu penses pas que le Sénégal actuellement est en train d'imiter les mêmes modèles européens? Par exemple, là, on a découvert du gaz. Je pense que une partie de ce gaz va être liquéfié et aussi importé ou exporté en Europe, tu vois. Le pétrole aussi, on en a besoin parce que le marché automobile au Sénégal est composé 99,99% de véhicules à combustion, de moteurs à combustion. Donc, sur ce point, on a un long chemin à faire, quoi. Mais quand tu disais, bon, je te laisse continuer, après je reviens, vas-y. Bien sûr. Non, juste par rapport à votre question de tout à l'heure, au cas du Sénégal, certes, on a découvert, en fait, on a des ressources, mais on a des ressources en hydrocarbures. On a le pétrole, on a le gaz, qui sera exploité d'après l'inspecteur du douane, récemment avec un livre qu'il a écrit. Donc, c'est en 2023 et en 2024, et aussi en entendant les zoologues sénégalais Farindao parler, quoi. C'est-à-dire l'exploitation sera dans ce cadre. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une différence. Lorsque vous me parlez de développement de l'Europe et de l'Afrique, ça veut dire l'Europe, il a déjà amorcé son développement, il est arrivé à un point de non-retour, et il veut essayer de trouver d'autres phénomènes. Voilà, ça veut dire pour transiger. C'est une transition. Carrément. Ça veut dire, mais une transition n'est pas en même mesure avec un déclassement. Ça veut dire, l'Afrique n'a pas encore amorcé son cadre de développement. Pourquoi tu nous sous-estimes à ce point? Pas nous sous-estimer. Non, ça veut dire, c'est pas une sous-estimation. Mais pour moi, c'est de donner un nouveau regard des Africains sur eux-mêmes. Ça veut dire, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, il y a une comparaison qui est faite. Ça veut dire, même si vous le dites pas, il y a symboliquement une comparaison qui est faite. C'est quoi? C'est que l'Europe est à ce niveau, l'Amérique est à ce niveau, et l'Afrique est à ce niveau. Ça veut dire, la comparaison nous bloque. Ça veut dire, on va dire que voilà, on n'est pas... Et c'est juste quand même. Voilà. C'est juste, on l'accepte, Voilà, ça veut dire, on dit qu'on n'est pas capable de faire ça ou de faire ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que la capacité pour nous, c'est de voir les autres, de commettre des erreurs. Ça veut dire, c'est d'une manière égoïste que je le dis, mais pour moi, c'est une théorie politique. Ça veut dire, on voit les autres commettre des erreurs. Mais nous, on a la possibilité de mener une action. Mais ça sera une action nouvelle. Une action nouvelle de développement qui sera en adaptation avec nos communautés, qui sera en adaptation avec nos cultures, mais qui sera en adaptation aussi avec nos ambitions géopolitiques. Mais quel est ce modèle qui sera en adaptation avec tous ces facteurs? Carrément. Ça veut dire c'est un modèle de développement hybride. Pourquoi c'est différent de l'Europe? Parce que l'Europe, c'est la tradition, mais nous, c'est le déclenchement. On n'exploite pas. L'Afrique n'a pas exploité ses ressources. On n'exploite pas nos ressources d'une manière linéaire, tout en oubliant les autres domaines du développement. Parce que l'exploitation, c'est tout simplement une sphère beaucoup moins réduite. Quand on parle de développement, il y a l'exploitation, ensuite il y a la rentabilisation. Avant la rentabilisation, il y a la production. Mais ça, on va l'inventer avec des modèles de développement durable, mais qui seront inventés par nous. Et c'est déjà exploité quelque part, mais on n'a pas eu la formule de le dire. Comme par exemple? En Afrique, on n'a pas un développement. Non, on n'a pas une formule de développement qui est africain. Mais lorsqu'on voit des États comme le Rwanda, par exemple, le Rwanda qui accélère son développement, non pas seulement sur l'exploitation de ses ressources non renouvelables, mais sur l'exploitation des ressources non renouvelables aussi. Et il a trouvé un développement hybride entre deux ressources qui lui sont propres. Fossiles et renouvelables. Carrément. Et à partir de ce moment-là, parce que quand on parle de fossiles, l'Afrique est roi dans ce domaine. Quand on parle de renouvelables, l'Afrique est roi dans ce domaine. Ce qui revient à la gouvernance. Carrément. Donc c'est ça, en fait. Je pense que le développement est là. Mais notre problème, c'est que c'est bien géré. Non, je veux dire, c'est mal géré. C'est pas bien amorcé. C'est pas bien déclenché parce que les facteurs, les parties prenantes ne sont pas aussi transparentes et aussi
impliquée comme elle devrait l'être dans les règles de l'art. Carrément. Carrément. On a un problème de gouvernance, mais moi, je vais aller beaucoup plus. C'est que, pour moi, ce sont des problèmes qui sont normaux. Qui sont normaux du moins. Je l'ai dit tout le temps. Mais pourquoi normaux? Parce que les autres n'ont pas les mêmes problèmes. L'Europe n'a pas les mêmes problèmes. L'Amérique n'a pas les mêmes problèmes de corruption que l'Afrique. Ça veut dire, nous, c'est ce problème de comparaison symbolique qui nous bloque. Ça veut dire, l'Europe, en fait, l'Europe. Mais vous avez besoin d'un modèle de référence, en fait. Non, moi, ce que je dis, c'est que l'Europe aujourd'hui connaît un développement. Mais si vous prenez l'Europe après la guerre de sécession des 30 ans, ça veut dire après vous prenez 60 ans après, est-ce que l'Europe était au même niveau que l'Afrique après 60 ans d'indépendance? Non, je suis d'accord. Voilà. Ça veut dire, ce que je dis, c'est qu'il y a un progrès qui a été fait. Lorsque je dis qu'il y a une gouvernance, non amorcée à temps et pas bien fait, ça, en fait, c'est une réalité africaine. C'est une réalité africaine, mais qui sera contredit d'ici peu de temps. Espérons. Non, en fait, moi, je crois à ça. Ouais. Ça veut dire, je pense qu'on a un problème de leadership. Moi, c'est ça mon problème. Ça, c'est vrai. On a un problème de leadership. Moi, je suis pas politicien. Faut pas me regarder d'une certaine manière. Là, j'ai dit mon avis. Mais je pense qu'on a les mêmes ressources que les Européens, que les Américains. On a les mêmes capacités techniques. Notre seul souci, c'est la gouvernance et la transparence. C'est de faire sorte que les contrats, les objectifs, les actions, les feuilles de route soient bien exécutées, suivies, contrôlées et améliorées. C'est notre seul souci. Bien sûr. Ça veut dire, on n'a pas une expérience théorique du développement. Raison pour laquelle on doit se référer d'un modèle existant. Raison pour laquelle on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique. C'est pas parce qu'on veut imiter ce modèle, mais on veut apprendre. En même temps, je pense que, les indicateurs de développement sont pareils, peu importe le pays. Les indicateurs de doing business ou les indicateurs environnementaux sont pareils, en fait. Ça va au-delà des frontières. Le savoir, la connaissance n'a pas de frontières. Donc, tant qu'on a des données factuelles mesurées par des experts sur lesquels on peut se fier, on a le droit de faire la comparaison. Parce que vous avez besoin d'un modèle de référence, en fait. Alors, moi, le petit Habib, je vais me comparer à Mohamed qui a écrit un livre, parce que j'ai pas encore écrit un livre. Mais en lisant ce livre, ça va me permettre d'avoir une idée sur qu'est-ce que je dois faire pour écrire ce livre. Je pense que la comparaison peut être saine, quoi. Bon, c'est vrai que la comparaison peut être le voleur du bonheur sur le plan personnel, mais sur le plan développemental, c'est pas subjectif, c'est objectif, quoi. Bien sûr. Ça veut dire, vous comparez deux entités, mais vous comprenez que par rapport à un niveau bien déterminé. Ça veut dire, vous ne comprenez pas les États-Unis à maintenant que l'Afrique maintenant. Non, c'est sûr. Vous essayez de voir qu'il y a du chemin à faire. Ça veut dire, nous, on a eu notre indépendance en 1960. C'est pas encore, en fait, ça n'a pas encore duré. Non, mais comparé à Singapour qui a eu son indépendance en 1960, on est carrément en retard. Vous savez, en fait, la seule différence, ce sera que le développement de Singapour sera un développement qui est linéaire. Mais pour l'Afrique, ça veut dire, pourquoi le nôtre ne peut pas être linéaire? Non, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Ça veut dire, pour moi, en fait, en termes de politique, ça veut dire, le Sénégal ne peut pas être à un niveau 100, alors que le Mali est à un niveau 20. Ça veut dire ce que j'essaie de dire. C'est pour ça que vous avez dit dans le livre que une action singulière de chaque zone pour répondre à un défi qui dépasse l'espace communautaire. Carrément. C'est exactement ça. Bien sûr. Vas-y, pourquoi? Voilà, parce que pour moi, dans chaque espace a une réalité. Mais dans chaque espace, on a besoin de ces réalités qui sont déjà explorées dans cet petit espace, dans un micro-espace, mais qui seront développées dans le global. Donc, on part du local pour arriver à un développement global. Mais pour ça, on n'a pas besoin des données standards, ce qu'on a toujours fait, et ce qui retarde l'Afrique en masse. C'est-à-dire, on dit que l'Afrique, pour se développer, a besoin de ça et de ça. Ça, c'est sur le développement standard. Mais dans chaque espace, il y a ce qui a été déjà développé et qui constitue une réponse à un problème bien existant. Mais c'est l'ensemble de ces réponses-là qui ont été données d'une manière communautaire qui sera le reflet du global et qui sera une solution adéquate. Mais comment le Sénégal peut participer au développement communautaire de Mali, de Burkina ou de Guinée? Ça veut dire, il y a un message qui est souvent donné par le Sénégal. Ça veut dire, même si on n'est pas toujours d'accord sur la manière de gouvernance, vous allez me dire qu'en termes de diplomatie, le Sénégal dépasse largement les autres États.
En fait, pourquoi on doit prendre soin des autres? Toi, t'es un protectionniste ou nationaliste ou t'es un mondialiste? Non, moi, en fait, je suis panafricaniste. C'est ce que je veux dire. Non, en fait, c'est ce que je me dis, quoi. Pourquoi je suis... Oh, vas-y. Là, tu utilises tes talents de débatteur, quoi. Tu contournes la question, mais c'est pas grave. Vas-y. Carrément. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. Je suis panafricaniste. Je suis panafricaniste du moment où on ne peut pas inventer un développement qui est singulier pour une zone seulement. Je suis d'accord. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que on peut pas, en fait, imagine, tu es un soldat. Tu pars en guerre avec ton ami, ton voisin. Vous êtes en plein champ de bataille. Mais chacun doit venir avec les armes à la main, quoi. Ouais. Vous êtes prêts à vous battre. Maintenant, je peux comprendre que mon voisin s'est blessé. Là, je vais l'aider parce que c'est dans mon ordre de service. J'ai l'obligation. C'est même l'honneur pour moi de sauver un soldat tombé, en fait, en pleine bataille. Carrément. Mais imagine, vous venez en guerre, vous n'avez même pas vos armes, vous n'êtes même pas prêts à vous battre. Pourquoi je dois, en fait, vous laisser mettre ma vie en péril, en danger. Tu vois un peu la comparaison? Je comprends. Tu vois? Et le seul problème qui existe, c'est que nous tous, on est sans armes. Non, je pense que certains ont des armes. Au Sénégal, on n'a pas un problème de terrorisme, on n'a pas un problème de sécheresse. Bon, pas au même niveau que Niger, Mali. On n'a pas les problèmes d'insécurité ou les problèmes de fractions terroristes comme Mali, comme Burkina ou comme Niger. Ça veut dire, vous on a des armes. Non, en fait, déjà, vous êtes en train de développer une théorie qui fait en sorte que il y a le développement global d'un espace. Parce que quand vous me parlez du Niger, quand vous me parlez du Mali, quand vous me parlez du Sénégal, on est dans l'espace ouest-africain. Mais qui est caractérisé par un climat qui est aride, des fois semi-aride, mais juste peut-être au sud, vers la Côte d'Ivoire, avec un climat qui est un peu subguinéen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au nord, il y a le développement du terrorisme. Mais le développement du terrorisme, avant d'arriver au Niger ou bien au Tchad, a commencé où? L'Europe. Carrément. Mais après, il a descendu, en fait. Ça veut dire, je veux revenir sur un acte qui a été le point de déclenchement de cette situation. C'est l'assassinat de Muammar Kadhafi. Ça veut dire, en Libye, le printemps arabe. Tout le printemps arabe. Après, il y avait des soldats qui étaient en Libye. Mais après l'assassinat de Muammar Kadhafi, on a fait une transition vers le sud. On est venu vers le Tchad, vers le Niger, ensuite vers le Mali. Mais ce qui est arrivé pour que ces soldats arrivent en Mali, peut arriver pour que ces soldats aussi arrivent au Sénégal. Ça veut dire c'est djihadistes, c'est terroristes. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un développement qui doit être concerté. Ça veut dire le Sénégal seulement ne peut pas connaître un développement linéaire. Je suis d'accord. Et que parce que ce qu'on vous dit en fait, ce qui nous manque nous, c'est qu'il y a un développement du commerce intra-africain qui nous bloque. Vous n'êtes pas capable de faire des actes de commerce avec les Maliens, avec les Bissau-Guinéens, avec les Mauritaniens. Alors que si cette zone est développée... Non, en fait... Non, je comprends. Non, c'est la zone... En fait, c'est... Parce que là, ton développement, c'est carrément... Pour résumer ton développement, c'est que on est tous foutus, quoi. On est tous foutus. Genre, on est né dans une mauvaise famille et on est mal entouré. Peu importe nos efforts, on sera englouti. Peut-être pour reformuler moi ce que j'ai dit, pour reformuler moi ce que j'ai dit, c'est que on est tous dans la même situation dès le départ. On a été colonisés, on a eu notre indépendance au même moment. Mais là, il y a des efforts qui ont été faits par-ci, par-là, par-là. Mais pour que ces efforts-là portent ses fruits, il faut qu'ils soient coordonnés. Ça veut dire que le Sénégal ne se voit pas seulement comme le Sénégal, que le Mali ne se voit pas seulement comme le Mali. D'avoir une vision mondialiste, quoi. Une vision panafricaniste. Moi, c'est ce que j'ai dit. Et c'est notre seul rempart, en fait. Moi, je suis d'accord sur l'idée, mais je dois pas payer, en fait, les heures des autres tout le temps. C'est ce que les autres disent tout le temps. Ah ouais, c'est ce que les gens disent tout le temps. Maintenant, dans le livre, vous avez dit que selon les Nations Unies, un peu plus de 20 millions de personnes seront concernées par les migrations forcées d'ici 2030. Tu peux développer sur ce point? Ouais, parce que les Nations Unies, ils donnent des chiffres, mais par rapport à deux structures. Il y a d'abord le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ensuite, il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, la Convention cadre et le GIEC ont été mis en place par l'aide de l'Organisation météorologique mondiale, mais aussi en même temps par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, ils donnent à chaque fois des chiffres. Leur travail,
c'est de voir la dynamique évolutive des actions du climat, mais qui sont liées à des changements. Okay. Et là, on voit que lorsqu'on arrive, par exemple, à un modèle où la température mondiale a augmenté de 1,2 degrés ou 1,3 degrés, il y aura des populations déjà qui sont beaucoup plus vulnérables. Quand on parle de la vulnérabilité en matière de changement climatique, c'est que lorsque le dégât arrive, vous n'êtes pas en capacité directe de réagir pour sortir de ce phénomène. Par exemple, pour vous donner juste en guise d'exemple, la vulnérabilité se classe comme suit. Les enfants sont beaucoup plus vulnérables que les femmes, et les femmes sont beaucoup vulnérables que les hommes. Ouais. Donc, et là, ce qu'on voit, c'est que lorsque on est dans les zones côtières, par exemple, lorsqu'on est au niveau des côtes, là, il y a une vulnérabilité accrue qui se présente. Parce que du moment où on assiste à une élévation du niveau de la mer, par exemple, à Saint-Louis, je prends l'exemple, il y a des populations de Gendar qui ont été déplacées vers l'intérieur de la zone de Saint-Louis. Donc là, ce sont des migrations forcées. La migration, elle est forcée du moment où l'homme en tant que tel ne peut pas refuser à ce type de migration qu'il fait. C'est lorsque vous vous déplacez d'une manière libre, ça c'est une migration volontaire. Mais la migration forcée, c'est ce qu'on note en Afrique. Ça, c'était au niveau des côtes. Mais en Afrique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'extrêmes qui nous concernent. Soit ce sont les inondations. Les inondations récemment, ça veut dire en année 2022, on a dit pour certains que ce n'était pas un phénomène qui est normal. Pour certains, ces inondations sont des conséquences du réchauffement climatique. Parce que c'est comme si vous voyez des inondations sur des zones géographiques qui sont beaucoup plus similaires. Okay. C'est-à-dire au Pakistan, c'est ce que vous voyez. En Europe, c'est ce que vous voyez. Aux États-Unis, dans certaines villes, c'est ce que vous voyez. Dans Massachusetts, en fait. Je pense qu'on a battu tous les records l'année dernière. Carrément. Cette année-ci aussi. Et même en Afrique, c'est ce que vous voyez. Et là, il y a des populations qui ont été développées. Donc là, les migrations sont forcées. Mais au-delà des inondations, il y a ce qu'on appelle les sécheresses. Okay. Les sécheresses. L'insécurité alimentaire. Carrément. Ouais. Et là, les sécheresses, quand on parle, ça veut dire l'année de déclenchement pour nous. Le Sahel, en vrai dire, ce sont vers les années 1966, selon qu'on croit à un géographe Peter Lamb. Il nous explique qu'à partir de cette période-là, ces populations se sont concentrées, en fait, ont vécu une sécheresse accrue qui a duré de plus de 30 ans. Et même pour certains auteurs, ce sont ces sécheresses-là qui ont amené ce qu'on a appelé la crise 89 mauritanienne. Par exemple, la crise entre la Mauritanie et le Sénégal. On a dit que c'était lié à l'assèchement du fleuve Sénégal. Et à partir de ce moment-là, les ressources commençaient à faire rares. Les pêcheurs se sont déplacés. Voilà. Il y a des querelles entre les communautés qui partageaient cette même ressource. Et à partir de cela, des intérêts géopolitiques sont dépassés et il y a l'affrontement entre les deux États. Malheureusement, il n'y avait pas de affrontement. Donc, vous voyez qu'il y a une variabilité qui se présente, mais la vulnérabilité est là. Et ce qui constitue que des populations se déplacent. Et même peut-être d'ici 2030, ça va dépasser 20 millions d'habitants. Ouais. Une autre statistique, c'est que le réchauffement climatique va entraîner 250 000 morts supplémentaires chaque année entre 2030 et 2050. Selon l'Organisation mondiale de la santé. Parce que là, il y a ce qu'on appelle un défi sanitaire de réchauffement climatique. Okay. Lorsqu'il y a des changements climatiques, ça veut dire déjà peut-être il y a les médecins auront plus leur mot à dire, mais il y a une imbrication entre les climats et les situations médicales des personnes. Déjà peut-être la personne qui vit dans une zone qui est beaucoup plus aride fait face à quelques agents pathogènes. Voilà, ça veut dire quelques pathogènes ou bien quelques maladies qui sont différentes des personnes qui vivent dans des zones beaucoup moins arides. Et là, ce qui sent, c'est qu'en Afrique, on est dans une zone où la couverture sanitaire mondiale est précaire. Non, la couverture sanitaire du moins en Afrique est précaire. Ça veut dire qu'on n'est même pas au-dessus des normes. Ça veut dire on n'a pas la possibilité d'assurer une couverture sanitaire à toute notre population. Donc déjà, la population est vulnérable. La population est vulnérable par une situation déjà vécue. Mais s'il y a ensuite le réchauffement climatique qui vient et qui constitue un effet additionnel, il y aura une dégénération de beaucoup plus de pathogènes que l'on pensait déjà éliminer. Et par exemple, ce qu'on appelle les maladies à transmission par vecteur. Il y a le paludisme, il y a le dengue, il y a la fièvre jaune. Et là, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aura un impact beaucoup plus avancé. Et là, ça sera l'œuvre soit des inondations, soit des sécheresses à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, l'insécurité alimentaire.
Super, super. Maintenant, l'autre point, c'est que au niveau de la page 28, vous avez dit l'environnement reste désormais le cœur de la problématique paix et guerre. Bien sûr. Ok. Selon Pascal Boniface, qui est le directeur de l'Institut français des relations internationales, il nous dit que au départ, ça veut dire les personnes ou bien les États étaient en guerre au sens de Clausewitz, ça veut dire une guerre directe, parce qu'il y avait des intérêts économiques qui sont menacés. Mais là, ce qu'on voit, c'est que il y a un débat sur l'environnement qui pour l'instant est diplomatique, mais demain ne sera pas seulement sur le cadre diplomatique parce qu'il y aura des affrontements qui sont liés à ça. Tout en sachant que la diplomatie est représentée par deux acteurs, selon Raymond Aron, qui est un penseur des relations internationales. On a soit le diplomate, soit le soldat. Le soldat. Donc, si on utilise le diplomate alors qu'on n'a pas gain de cause. Ah, tu penses vraiment qu'on va aller à des conflits armés pour des raisons environnementales? Non, ce que j'ai dit, c'est qu'il y aura des séquences d'une diplomatie hard. Ça veut dire diplomatie soft et diplomatie hard. Une diplomatie hard qui sera manifestée par des États. Parce qu'ils vont voir leurs intérêts qui sont menacés. Par exemple, donne-moi un exemple d'intérêt menacé. Non, parce que déjà, si je me souviens pas, il y avait entre deux États, en fait, c'était je me souviens pas des États. Okay. Mais il y a deux États. En fait, l'un a dit que en fait, il n'a pas de pluie, il n'a pas de précipitation dans son État parce que l'autre État a bombardé les nuances qui devraient arriver jusqu'à son propre pays. Les nuances, ça veut dire? Parce que les précipitations, d'abord, avant de venir, il y a des nuances qui se forment au okay. niveau de l'atmosphère. Okay. Et c'est à travers, voilà, ça veut dire, ça veut dire un film de Star Trek, quoi. Ok, je vois. Ça veut dire, il y a la formation des nuances d'abord, parce que c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Ça, c'est vraiment une guerre environnementale. Au lieu de bombarder les pays, là, on va bombarder les nuances et la formation du climat, quoi. Bien sûr, c'est ça le problème. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Avant des précipitations, il y a d'abord la formation des nuances. Et ensuite, arrivé à une maturation, il y a les précipitations qui tombent. Mais ce qui est possible, c'est que des nuances peuvent être bombardées avant qu'ils rejoignent un autre état frontalier. Ouais. Mais donc, à partir de là, ça veut dire tout État peut le faire si on a les moyens. Parce que là, ce sont des fusils qui le font, en fait. Donc là, on va entrer dans un cadre où on va parler de l'environnement. Okay. Parce que tout simplement, c'est une notion qui va représenter soit une notion de paix, soit une notion de guerre. Ok. L'autre point, c'est que vous voyez, par exemple, en Europe ou en Amérique, on a ce qu'on appelle le marché carbone. Carrément. Et que certains projets qui ont des impacts environnementaux significatifs peuvent être délocalisés dans certaines zones. Carrément. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de déplacer le problème? Je dirais pas d'accord ou pas d'accord. parce que si on revient à ton principe du développement communautaire et que peu importe, si on prend des actions singulières, ça ne résout pas le problème parce que le problème est communautaire. Carrément. Et pourtant, l'Europe ou certains pays continuent de déplacer le problème en espérant que ils vont être sauvés d'une part ou d'une autre, quoi. Bien sûr. Vous avez parlé du marché de carbone. Ok. En fait, après le marché de carbone, il y a ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Ok. Donc l'empreinte carbone, c'est toi, moi, ce qu'on a fait toute la journée. Si on le mesure par rapport à ce qu'on a émis, quelle est notre empreinte carbone? Ça veut dire de quelle manière on a participé sur l'émission de carbone dans l'atmosphère. Le cycle de vie des différents produits que nous utilisons. Bien sûr. Ça veut dire, mais marché carbone, ça veut dire que l'État, on lui donne la possibilité de délocaliser certaines de ces manœuvres vers des États qui ne polluent pas. Mais ce sont des marchés qui représentent des fortunes. Pour des États sous-développés. Et ça a été créé même par le GIEC. Hein. Carrément. Ça a été, en fait, l'idée a été émise par le GIEC, mais il fallait d'abord les COP pour pouvoir l'adopter, parce qu'on avait besoin des paraphes, des 196 parties qui constituent, ça veut dire qui participent aux COP, quoi, aux conférences des parties. Okay. Donc, à partir de là, ça constitue des fortunes pour les États sous-développés, parce qu'on a des projets qui ont fort en carbone. On délocalise le produit, par exemple, au niveau des pays sous-développés comme c'est nous, par exemple.
ou bien au niveau de la Chine, ou bien au niveau de l'Inde, pour permettre à ces États-là de gagner des fonds, mais aussi de financer peut-être d'autres projets. Ce sont les mécanismes du développement par rapport. Carrément. Okay. Et là, on a allé beaucoup plus loin avec ces marchés carbone. Ça veut dire, lorsque vous avez un projet qui participe trop à l'émission de gaz carbonique, il faut déjà que vous avez la possibilité, en fait, d'utiliser une solution d'une manière directe. Par exemple, vous avez un projet qui participe avec un fort taux de carbone, mais là, vous allez passer à des reboisements des forêts, vous allez passer à l'aide des organisations non gouvernementales qui sont dans l'environnement. Donc là, on l'a vu comme une solution directe par rapport à ces projets-là. Mais je finis par une chose, en fait. Ça veut dire, pour moi, ce projet, ça veut dire, lorsque le projet n'est pas trop neutre en carbone. Neutre en carbone, ça veut dire que la participation, neutre en carbone, ça veut dire que sa participation à l'émission de gaz carbonique n'est pas trop importante. Okay. Mais lorsque le projet n'est pas trop neutre en carbone, il faut le remettre en question. Parce que d'ici peu de temps, ce n'est pas seulement l'État qui le fait qui sera concerné. Mais ce sont les populations. Et la planète tout entière. Okay. Donc, chaque effet qui est aujourd'hui mis en œuvre, demain peut avoir une répercussion, non pas au niveau de cette zone géographique, mais au niveau d'une autre zone géographique. Parce que on a les pôles, les latitudes tempérées et la zone intertropicale. Mais il y a toujours des fluctuations d'une manière vice-versa entre ces trois espaces. Voilà. Mohamed, est-ce que tu es vraiment optimiste par rapport à l'avenir? Parce que c'est ça mon problème avec les experts de développement durable. Moi, à chaque fois que je débat ou je parle avec vous, là, j'ai l'impression que peu importe la solution proposée, on sera tous dans la merde en fin de compte, quoi. Parce que le problème, on fait que déplacer un problème d'une zone à une autre. Mais si on analyse de manière macroscopique, on est tous dans la même merde, peu importe nos solutions. Et que il va falloir des années et des années et des décennies pour pouvoir, en fait, mesurer l'impact des efforts qui ont été fournis, qui ont été, en fait, fournis par ces différents pays en termes de réduction, en termes de mesures d'atténuation et aussi d'adaptation. Mais réellement, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir? Ouais, moi je suis optimiste. Pourquoi? C'est déjà parce que je suis pas un expert. T'as écrit un livre, t'es devenu automatiquement un expert. Je suis optimiste parce que, en fait, moi je suis étudiant. Peut-être mon professeur allait vous dire peut-être lui il est un expert. Moi je suis étudiant. Je prépare peut-être la mémoire sur les impacts les impacts des vulnérabilités climatiques dans le delta du Saloum. Je suis en train de travailler sur ça. Mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce que, pour moi, à chaque époque, c'est l'heure d'une communauté. Et c'est le moment de l'Afrique qui est en train de sonner. Faut pas me donner ta réponse politique là. Donne-moi ta réponse scientifique. Non, c'est ça le substrat, en fait, de ma pensée. Ok. Pourquoi je dis que c'est l'heure de l'Afrique qui est en train de sonner? C'est qu'il y aura des phénomènes qui vont arriver. Qui vont arriver parce que la cause n'était pas demain, la cause n'était pas hier ni avant-hier. La cause de ce qu'on est en train de vivre maintenant, quand on parle de réchauffement climatique, il y a par exemple de plus de 100 ans en arrière, ou bien de 200 ans en arrière. Mais donc, est-ce que l'homme a la capacité d'attendre une réponse et de ne pas se fier à son caractère spontané? Ça veut dire, Abibou, ce qu'il veut, c'est quand on parle de développement durable, mais quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, que la solution, que c'est Abibou qui va le vivre. Et c'est là le problème. On vous dit que semer des actions d'atténuation et d'adaptation. Pour la génération future. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la responsabilité intergénérationnelle. Ouais. Nous, peut-être, on n'était pas responsables, mais il y a une génération antérieure que nous qui est responsable. Donc, nous, on paye les pots cassés. Mais si on ne donne pas la possibilité à des générations futures de vivre un monde beaucoup plus meilleur que nous, qu'est-ce qui va changer? Et je vais terminer par vous dire ça. Ça veut dire pourquoi l'Afrique, c'est ça. C'est son temps qui vient. Parce que on n'a pas encore inventé un modèle de développement. On est dans le mimétisme. Ça veut dire, on essaye de voir ce qui a marché ailleurs. On le copie pour faire en sorte que ça marche ici. Du plagiat. Du plagiat, ce que nous interdisait à l'école. C'est ce qu'on nous interdit. Mais du moment où tout cela a changé, du moment où on a d'abord théorisé, parce que c'est ce que j'ai dit la dernière fois,
le développement, c'est d'abord de la théorie avant d'être des pratiques. Si on ne théorise pas notre développement, on dit qu'on est à ce niveau, mais intellectuellement par là, c'est là où on veut aller. Et c'est peut-être ce planning-là que l'on est en train de respecter. Il n'y aura pas d'évolution. Okay. Donc moi, je suis optimiste quand je parle d'adaptation, quand je parle de simulation. Je pense qu'il y aura aussi à faire. Ok. Tu es optimiste par rapport à la génération future, mais pas par rapport à la génération actuelle. De toute façon, nous, on est foutus. Ah, non, je t'inquiète. Non, en tout cas, c'était un bon livre. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Je l'ai apprécié. Et bon, je suis pas un expert, mais j'ai fait des cours de développement durable et j'avoue que tout est véridique, quoi. Tout ce que vous avez dit, la réflexion, la méthodologie, la paléoclimatologie, tout est bien fait. Carrément, en fait, juste pour vous témoigner de ce que vous dites, peut-être revenir un peu sur les Vas-y, c'est ça. Déjà, il y a Afroclimat. Ok. Il y a certains qui me demandent le pourquoi. Ok. C'est que d'abord, le climat, ça s'écrit pas comme ça. Ouais, pourquoi comme ça? Parce que d'abord, ça, c'est le climat, comment on l'écrit en grec. Ok. Ça veut dire, le mot climat, on le connaît maintenant, mais il a fait son intrusion dans la langue française au XIIe siècle. Ok. Mais ce mot est dérivé du latin climatis. Ok. Et ce mot latin est dérivé du grec climat, qui s'écrit comme ça. Ok. Donc moi, je voulais aller au-delà de la réflexion occidentale pour donner une autre compréhension de la chose, mais de dire quelle sera notre position, nous, en tant que jeunes Africains. Africains, ouais. Et Afro, pour parler d'un continent longtemps qui a été dominé, ça veut dire, et dont son heure a sonné, et qui a aujourd'hui, dès à présent, un rôle à jouer. Donc, et ce que j'ai dit là, pour moi, ça, c'est un essai. D'abord, un essai, l'essai, c'est un genre littéraire qui a été développé au XVIe siècle. Mais un essai, c'est un point de vue de l'auteur. C'est-à-dire, vous parlez, non pas parce que vous êtes seulement dans le domaine d'une chose réduite, mais vous donnez l'aspect subjectif de votre pensée. Ça veut dire, quand je parle de l'Afrique, je parle de climat. Là, c'est un aspect subjectif. Mais fondé sur des données factuelles. Bien sûr. Sur la science. Bien sûr. Oui. Voilà. C'est pas juste son avis. Il y a les références des différents rapports des Nations Unies, du GIEC, du COP et autres, quoi. Comment les gens pourront se procurer du livre? C'est disponible au niveau des éditions Les Artistes qui sont là. Mais aussi, vous pouvez me contacter directement. Ouais, donc, on mettrait les références, ces différents comptes LinkedIn et Instagram pour que vous puissiez le contacter directement. Bien sûr. Ton dernier mot? Vous remercier. J'espère que je ne suis pas fatigué. Hein. Non. Peut-être c'est moi qui vous a trop fatigué. Parce que parler du climat, c'est un peu des notions complexes. Ça veut dire peut-être vous êtes un peu curieux et vous avez de la culture. Donc, vous comprenez quelques notions. Mais peut-être que le public va me pardonner ça. Mais je suis là open par rapport à des débats sur les notions un peu complexes. Parce qu'il faut d'avoir une compréhension d'abord avant d'agir dans ce cadre. Il faut comprendre les bases, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est moi qui vas-y. C'est moi qui vous remercie de cette invitation, de m'avoir donné le cadre de parler à tout le monde, tout en sachant que c'est un podcast que personnellement moi je suis. Merci. Et je vous conseille aussi de le faire. Et déjà j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs par rapport à ça. On a beaucoup d'amis en commun. Voilà. Il y a Kofo, il y a c'est le mindset. Il y a aussi le grand coach en art oratoire. Moussa Gueye. Il y a aussi un autre qui passe souvent à Kaijop, en fait. Ok. Voilà, je ne me rappelle pas de son nom. Ok. Voilà. Mais en vrai dire, ça a été une occasion pour moi d'avoir ce débat. Donc, de vous remercier Non, le plaisir est pour moi. Moi, je suis honoré. Franchement, c'est un bon livre. Je t'en félicite. Merci. Et j'exhorte à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs d'acheter le livre, de partager vos avis, vos opinions avec Mohamed et de le contacter pour partager ce que vous avez appris de cet épisode parce qu'on a un petit peu résumé tout ce qui est dit dans le livre, mais il y a plus encore si vous voulez en savoir plus. Bon. Les gens pourront te contacter, c'est ça, sur LinkedIn, sur les réseaux. Ouais, sur tous les réseaux. Tu as un projet actuellement, mais quelque chose que tu aimerais partager avec notre communauté? Ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça, Afroclimat, c'est une notion de pensée. Ok. Mais perspective, pour moi, ça doit être un réseau de réflexion. Ok. Et pour moi, ça doit être un think tank. Donc, j'invite tous les spécialistes de la question. Non pas seulement sur le cadre du climat, mais sur le cadre économique, sur le cadre social, sur le cadre de l'architecture, c'est-à-dire sur tous les ordres qui concernent notre continent. Qu'on réfléchisse pour ce que, si possible,
chaque année, on sort un rapport qui va essayer de voir la relation entre l'Afrique et les climats. Donc, non pas de ce qui est fait par les institutions, non pas au-delà de ce qui est fait par l'État, mais nous, en tant que jeunes, qu'on donne une réflexion qui est livrée à temps et qui sera une réflexion qu'on peut appliquer dès à présent. C'est une belle idée. Ouais, j'approuve, c'est une belle idée. Si je peux être utile, n'hésite pas. Inch'Allah, vous serez dedans. En même temps, le cercle aussi, c'est ton cercle. Merci si beaucoup. on peut être utile, si tu as écrit d'autres livres ou un projet que tu aimerais partager, nous, on est là pour tout le monde, quoi. Inch'Allah, Ici, même, c'est la famille, quoi. Ouais, c'est quand t'es arrivé là. Les gars, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était avec Mohamed Gagne, notre invité d'honneur. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye. Merci beaucoup.